Celui-là a l'air de marcher. Bonjour, bonjour à tous. Et je suis ravi d'être avec vous ici aujourd'hui. Je vais essayer de prolonger les réflexions qui viennent d'être faites, peut-être de façon justement un peu plus concrète sur la façon dont ça se passe avec nos familles aujourd'hui. Parce que quand je parle de fabrique de la famille dans un de mes derniers livres, c'est pas seulement comment la famille se fabrique, mais comment nous, thérapeutes, intervenants sociaux, nous sommes amenés à l'aider, à la soutenir dans ce processus de fabrication, c'est-à-dire aussi un processus de représentation de soi en tant que famille. Parce que on en parle beaucoup de la famille jusqu'à présent, mais je suis sûr que si je vous posais la question très simple qui est de me dire mais c'est quoi une famille au fond ? Est-ce que vous pourriez me donner une définition de la famille ? Eh bien, je le verrai comme je le vois chez beaucoup de mes étudiants en thérapie familiale, un moment de stupeur, de voir à quel point cet objet qui nous est si familier, et qui est celui sur lequel se fonde notre pratique, au fond, ça ne va plus de soi d'en donner une définition. Et ça ne va plus de soi pour personne, d'ailleurs, parce que la famille, c'est à la fois une entité juridique, une entité sociologique, une entité sociale, une entité affective, et que, en tant qu'entité juridique, rien ne la définit. En tant que telle, en tant que famille. La famille, ce n'est pas un objet juridique. Vous ne verrez jamais le mot famille apparaître dans des textes du Code civil, par exemple. Vous verrez tout ce qui définit bien évidemment la filiation, ce qui permet à un père ou une mère d'être établi comme parent d'un enfant. Vous verrez ce qui protège les droits de l'enfant. Vous verrez ce qui garantit, par exemple, l'adoption d'un enfant, ce qui garantit les mêmes droits au niveau des enfants nés dans le cadre du mariage et hors mariage, etc. Vous verrez tout un tas de modifications juridiques énormes sur le plan de la famille, mais la famille en tant que telle a du mal à trouver sa définition. À ma connaissance, le mot famille n'apparaît que dans un texte de la Convention européenne des droits de l'homme qui la définit comme entité naturelle. Vous voyez, on reprend ce terme dont vous parliez, une entité naturelle, en parlant de famille, de quoi est-ce qu'il s'agit justement de cette naturalité? Alors cette question, ce n'est pas une question théorique, parce que c'est la question que se pose aujourd'hui beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents dans mon cabinet. C'est-à-dire, c'est qui ma famille? Jusqu'à quel point cet homme, qui a été le compagnon de ma femme, décidément, c'est un jour un lapsus, hein, vous me pardonnerez, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'en ferai sûrement d'autres. Hein. Cet homme qui a été le compagnon de ma mère, depuis l'âge de 6 mois, jusqu'à l'âge de 13 ans, et puis qui a quitté le domicile familial, cet homme qui m'a raconté des histoires le soir, qui me mettait au lit, qui me grondait, qui me cajolait, qui m'encourageait, jusqu'à quel point est-ce qu'il fait partie de ma famille? Bien évidemment, sur le plan juridique, cet homme n'a aucun droit. Il ne fait pas partie de la vie de cet enfant. Sur le plan affectif, il en fait partie, comme en fait partie son père géniteur, qu'il continue à voir, bien évidemment, les week-ends et pendant les vacances. Comment est-ce qu'il peut concilier ces deux images paternelles, mais surtout, comment est-ce qu'il peut se figurer, se représenter les contours de sa famille? Le fils de cet homme, qui est venu habiter à mon domicile depuis que je suis tout petit, qui n'est ni mon demi-frère, ni mon quart de frère, puisque je n'ai aucun lien de consanguinité avec lui, mais qui est mon frère, de façon évidente, et j'interdirais à quiconque de dire qu'il n'est pas mon frère, jusqu'à quel point est-ce qu'il fait partie de ma famille? Jusqu'à quel point les grands-parents de ce frère, chez qui j'allais passer des vacances, et qui sont encore moins des grands-parents biologiques pour moi, des grands-parents qui font partie de ma famille, jusqu'à quel point est-ce que je peux les appeler grand-père et grand-mère, dans la mesure où c'est eux qui, plus que d'autres, m'ont prodigué des liens affectifs? Jusqu'à quel point cette compagne de ma mère, qui n'est pas protégée par la loi, puisque mes deux mères ne sont pas mariées, elles se sont séparées, ma mère ne veut plus que je voie cette femme, et pourtant j'ai vécu avec elle un certain nombre d'années, jusqu'à quel point est-ce que je peux considérer ou non qu'elle fait partie de ma famille? Je crois que c'est ces questions concrètes auxquelles nous sommes confrontés en permanence et auxquelles nous sommes amenés à donner une consistance, dans la mesure où, finalement, lorsque nous recevons un enfant dans son cadre familial, eh bien nous décidons qui va faire partie
de ces settings thérapeutiques et qui ne va pas en faire partie, qui nous allons inviter et qui nous allons éviter. Avec cette idée que, très ancrée en nous, que ce qui fait famille pour l'enfant, ce sont évidemment, avant tout, ses origines biologiques et ou ses origines légales, et que tous ces collatéraux, de plus en plus nombreux, qui existent dans la vie des enfants, dans la vie affective des enfants et dans leur trajectoire, eh bien, nous avons tendance à ne pas les considérer. Allons un petit peu plus loin. Jusqu'à quel point cet homme qui a donné ces spermatozoïdes pour que je vienne au monde, jusqu'à quel point cet homme, grâce à qui je vis aujourd'hui, et que cet homme qui n'est pas mon père, puisqu'un père j'en ai un, même s'il est stérile, il est bien évidemment mon père, mais jusqu'à quel point est-ce que je dois considérer qu'il fait partie de ma famille? Et jusqu'à quel point nous avons à prendre en compte cette entité très mystérieuse d'un donneur de gamètes qui n'est pas juste une entité anonyme qui, ni vue ni connue, distribue quelques spermatozoïdes sur un coin de paillasse, mais qui est un homme animé par des intentions et par une histoire, jusqu'à quel point est-ce que nous avons à le soutenir comme faisant partie de l'environnement et du groupe familial de cet enfant. Récemment, un père qui me disait très rapidement, en premier entretien, « Oh, vous savez, j'étais stérile, mon fils est né par un don de sperme, mais bien évidemment, c'est mon fils, et d'ailleurs, je n'y pense jamais, et d'ailleurs, j'ai décidé de ne jamais lui dire quelles étaient ses origines biologiques, parce que ça serait trop confusionnant pour lui, je suis son père, il est mon fils, point à la ligne. » Après 6 mois de travail, ce même homme me dit, vous savez, en réfléchissant avec vous, chaque fois que je regarde mon fils, il a cette phrase, chaque fois que je regarde mon fils, je pense à cet homme dont il est issu génétiquement. Alors, entre le je n'y pense jamais et j'y pense toujours, il y a sûrement bien évidemment une voie médiane entre ce père et ce fils, mais j'ai imaginé à ce moment-là le regard de cet homme sur son fils au moment où il pense à ce donneur. Et j'ai pensé au flou, au fantôme qui passe dans son regard quand son regard se porte sur son fils. Et je me suis dit, qu'est-ce que ce fils voit de ce fantôme dans le regard de son père? Et sur quoi est-ce qu'il s'interroge à ce moment-là? Est-ce qu'il pense qu'il est en faute? Est-ce qu'il pense qu'il est coupable? Est-ce qu'il pense que son père ne s'intéresse plus à lui? Est-ce qu'il pense que son père a peur? Je n'en sais rien. Mais le fantôme, il est là. Et il est présent dans la famille, il est présent dans le couple, il est présent dans la relation entre le père et l'enfant. La question est, il est escamoté par la loi, jusqu'à quel point nous, soignants, devons ou pas l'escamoter? Alors, je ne vais pas avoir le temps ici, peut-être plus de temps au symposium tout à l'heure que je vais partager avec mon ami Jean-Paul Gaillard. J'aurai peut-être plus le temps de raconter des histoires de famille, mais ça me paraît important de situer que très concrètement, dans la dynamique des familles, apparaissent aujourd'hui tout un tas de figures, connues ou inconnues, réelles ou imaginaires, fantasmées ou présentes dans la vie de l'enfant, et qui constituent un réseau, qui constituent une configuration familiale très consistante et très importante pour cet enfant et cet adolescent. Et je crois que notre travail, c'est de mettre en vie ce réseau-là, c'est de mettre en vie ce groupe qui est un groupe fondateur pour l'enfant. Alors, il ne vous apparaîtrait pas, il vous apparaîtra rapidement que cette idée n'est pas la plus évidente et la plus partagée. C'est-à-dire que la question de la famille, elle a mis la France dans les rues, encore très récemment, autour de la question du mariage pour tous. Et le pays s'est montré très divisé autour de ce que devait être une famille. Si vous regardez les banderoles de la Manif pour tous, c'est absolument passionnant de voir comment, sous forme d'idéogramme, est représenté ce que doit être la famille dans cette vision, je dirais, conservatrice de la famille. Il y a écrit un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. Vous avez un papa bleu, un peu grand, et une maman rose, un peu plus petite, à côté de lui. Le papa bleu protège un petit peu la maman rose, qui est un petit peu derrière. Il y a un petit garçon bleu qui tire sa famille vers la Manif, qui a l'air très, très actif, hein, un bon petit bonhomme déjà bien viril, et une petite fille,
un peu apeurée, toute rose aussi, derrière la maman. Elle a des petites couettes, elle a une petite jupe qui est tellement étroite qu'on se demande même comment elle arrive à marcher jusqu'à la manif pour tous. Et ça représente, et les idéogrammes sont absolument extraordinaires, parce qu'on peut, c'est comme vous savez, ces banderoles que font les enfants et qu'on peut reproduire à l'infini, ça représente très exactement cette famille très idéalisée, procréatrice, qui non seulement est procréatrice et dont les enfants sont issus par procréation des parents, mais qui en plus institue une complémentarité. Qui institue une complémentarité entre les parents, c'est-à-dire qui institue des fonctions, qui institue une fonction paternelle, et j'ose même pas parler de fonction maternelle, une place maternelle, un rôle maternel, très complémentaire de cette fonction paternelle à l'intérieur de la famille. Cette famille que j'appelle famille de l'Ancien Régime, elle représente une société. Elle représente une société dans laquelle le roi est le représentant de Dieu et le père de famille, le représentant du roi à l'intérieur de la famille, et que par étincelle divine, il reçoit de Dieu et du roi son autorité transcendante à l'intérieur de la famille. C'est cette famille qui est pérennisée par le Code malgré la Révolution, liberté, égalité, fraternité, c'est celle qui est pérennisée par le Code Napoléon de 1804 autour de la puissance paternelle. Donc cette famille, cette banderole de la manif pour tous, elle ressuscite très exactement ça. Le père, tout imprégné de sa puissance et de son autorité à l'intérieur de la famille. Quel va être le grand facteur de transformation de la famille, au-delà de la question des nouvelles technologies, au-delà de la question de des limitations de la procréation, de la pilule, de l'avortement, etc., au-delà des transformations de la société qui se centrent beaucoup plus sur les individus que sur les institutions. Quelle va être la grande transformation de la famille? Eh bien, c'est quand on va passer, 1804, de la puissance paternelle à 1970, l'autorité parentale conjointe. Et si les mots ont un sens, on voit que ça ne dit pas la même chose. Ça dit que les pères et les mères sont à égalité dans la famille, ça dit qu'ils ont les mêmes prérogatives, ça dit qu'ils ont les mêmes compétences par rapport à l'autorité exercée vis-à-vis d'un enfant, et ça dit que l'autorité n'est plus portée par une personne de façon transcendante, mais par une relation de façon immanente. C'est-à-dire que c'est l'immanence du lien entre ce père et cette mère et ce père, qui va déterminer la mise en place du processus d'autorité à l'intérieur de la famille. Et c'est là qu'est la plus grande transformation. C'est là, c'est dans la perte de cette complémentarité. Parce que toutes les conséquences s'en suivent. Bien évidemment, les femmes sont les égales des hommes, donc toutes les séparations et toutes les recompositions vont suivre cette égalité. C'est-à-dire vont suivre le fait que les enfants vont continuer toute leur vie à appartenir à ce père et à cette mère, même s'ils sont reliés à tout un tas d'autres personnes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui fait que nous, on a envie de travailler avec des familles? C'est qu'on pense que les familles sont pour quelque chose dans la souffrance. Alors elles sont pour quelque chose dans le fait, évidemment, que les enfants soient élevés, qu'ils soient aimés, qu'ils soient portés vers le monde, et qu'ils aillent bien, dans la plupart des cas, heureusement, mais qu'elles sont aussi pour quelque chose quand il y a des processus, des distorsions, des souffrances, des névroses, des psychoses ou perversions, comme disait notre intervenant précédent. Elles y sont pour quelque chose, de quelle façon? Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas 36 millions de familles qu'on pourrait décrire sociologiquement comme étant monoparentales, homoparentales, recomposées, traditionnelles, transsexuelles ou je ne sais quoi. Parce que naturaliser les familles sous forme de foyers sociologiques est une erreur fondamentale parce que les familles se transforment en permanence. Donc ça ne sert à rien de les épingler autour d'une définition. Une famille qui va être traditionnelle à un moment va devenir monoparentale, puis recomposée, puis éventuellement homoparentale, etc., etc. Par contre, il y a pour moi deux familles, et c'est la même, tant mieux. C'est ce que j'appelle la famille horizontale et la famille verticale. Et c'est d'ailleurs ce qui apparaît si je demandais à chacun de vous, mais dites-moi vous, c'est qui votre famille? Eh bien, vous verrez que vous aurez deux façons de le raconter. Soit vous me racontez un foyer, avec les relations et les interactions qui existent dans ce foyer, dans l'ici et maintenant, soit vous me racontez une histoire
vous me racontez une histoire qui remonte à la nuit des temps et à Adam et Ève. Donc la famille verticale, c'est celle-là. C'est celle qui s'ancre dans les origines. C'est celle qui s'appuie sur des processus de transmission. C'est celle qui fait, et c'est extrêmement évidemment fondateur pour nous, qu'on peut se raconter, et se raconter entre nous, à l'intérieur du groupe, une histoire de famille, qui nous donne une consistance. C'est l'histoire des filiations. Et que établir une filiation, ça n'est pas rien, parce que ça ancre effectivement dans des origines. Les filiations étaient très claires jusqu'à présent, puisque seul le mariage indissociable, indissoluble, permettait d'établir une filiation. Aujourd'hui, et ça a été dit très clairement, le mariage n'est plus le socle de la famille, parce que ça n'est plus le mariage qui permet d'établir des filiations. C'est tout un tas d'autres façons de se positionner comme parent vis-à-vis d'un enfant. À cette famille verticale, cette famille de l'histoire, cette famille de la transmission, cette famille qui est aussi une famille juridique au sens où c'est les filiations qui nous donnent un nom de famille et un état civil, c'est des familles. Les pathologies viennent de quoi? Les pathologies viennent des distorsions des processus de transmission, viennent des secrets de famille, viennent des traumatismes non métabolisés dans les générations précédentes qui se répercutent sur les enfants à la génération présente. C'est tout ce que les psychanalystes connaissent très bien, ce que les anthropologues connaissent très bien aussi. C'est-à-dire, pour comprendre la situation aujourd'hui, il faut pouvoir remonter cette histoire et décortiquer ces processus traumatiques qui retombent sur un enfant aujourd'hui. Bien. À côté de cette famille filiative, il y a cette famille horizontale, affiliative, qui est celle dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est celle des relations dans l'ici et maintenant. La famille verticale existe toujours et a toujours existé. La famille verticale naît et meurt chaque jour parce qu'elle se transforme en permanence selon les recompositions, les alliances, les décès, les départs, les retrouvailles, etc., etc. Mais cette famille-là, qui est une famille mouvante, qui est une famille extrêmement émouvante, elle est aussi productrice, évidemment, de bonheur pour tout un chacun, mais aussi de problématiques pour les enfants et pour les adolescents. Parce que la problématique, là, c'est la vraie problématique systémique qui nous intéresse comme thérapeutes familiaux. C'est-à-dire, quelle est la place de cet enfant dans une fratrie recomposée, dans laquelle il y a des demi-frères, des faux-frères, des fausses sœurs, et dans laquelle cet enfant occupe une place et un rôle actif, une fonction interdépendante, des fonctions occupées par les autres membres de sa famille. Quel est le rôle qu'occupent deux pères, un père et un beau-père, voire trois pères, voire quatre pères, dans la dynamique relationnelle de cet enfant, et comment est-ce qu'on pourrait comprendre le conflit de loyauté qu'il vit aujourd'hui entre ces deux parents, entre l'ensemble de ce réseau parental. Alors je ne vous dis pas qu'il y a une famille qui est meilleure que l'autre. Les Bovici disaient déjà qu'entre filiation et affiliation, il fallait toujours tenir un petit peu cette ligne d'intersection pour pouvoir aborder les problématiques adolescentes. Et je crois que comme thérapeutes familiaux, on en est là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va s'appuyer sur un groupe horizontal pour pouvoir faire remonter une histoire et pour pouvoir faire en sorte que la famille se raconte une histoire sur ses origines. Une toute petite vignette clinique pour terminer, parce que le temps passe. Une famille, une jeune fille qui est un peu turbulente au moment de l'adolescence, on va dire, même plus que ça, qui se scarifie, qui fait des fugues, qui commence à partir un petit peu en vrille. Un beau-père, un fils, un beau-père, sa mère, et le père juridique et naturel, si je peux dire, de cette fille. Le père et le beau-père ne s'entendent pas du tout parce que le père biologique, il est un peu fantasque, de temps en temps il prend sa fille, de temps en temps il ne la prend pas, il part en voyage, il est grand reporter, il fait le tour du monde, bref, il fait un petit peu ce qui lui passe par la tête et il est très sympathique mais assez peu consistant dans sa présence vis-à-vis de sa fille, qu'il adore bien évidemment parce que ce père il est tout à fait merveilleux. Elle aime aussi beaucoup son beau-père qui est beaucoup plus cadré, beaucoup plus rigide, avec qui elle s'affronte puisque c'est lui qui donne les limites au quotidien. Et de sa mère et de son beau-père, il y a un jeune frère qui a 3 ans de moins qu'elle. Et se présentent en séance la mère, le beau-père et les 2 enfants. Il me faudra un temps et une énergie considérable pour faire en sorte que le père biologique, légal,
participe aux entretiens avec l'ensemble de la famille, parce que les deux hommes sont en conflit. Lors d'une séance, la mère dit « Mais vous savez, docteur, on ne peut pas avoir de père. » Et j'entends « On ne peut pas avoir de père ». Et je sais que cette femme, elle n'en a pas eu de père, du tout. Elle a un père qui l'a abandonné à sa naissance et elle a été élevée par sa mère. Donc, elle est dans cette histoire, dans ce mythe familial, qui est de toute façon, on n'a pas de père. Alors, elle a dit qu'on n'en a pas deux, mais moi j'entends, on en a zéro. Et j'assois ces deux hommes sur les chaises, tête contre tête, comme ça. Et je dis à cette jeune fille, voilà, là, tu as un papa qui s'appelle Christian David. Regarde-le. Et elle commence à tourner, elle s'amuse beaucoup, alors que c'est une fille qui était plutôt assez hostile et assez renvoyée. Elle commence à s'amuser beaucoup de ça. Et elle commence à tourner autour de cette nouvelle entité paternelle, Christian David. Et elle commence à jouer avec tout un tas de caractéristiques qu'elle pourrait donner à Christian David. Elle dit, au fond, le père idéal, c'est Christian David, parce qu'il y en a un qui me donne des règles, et puis il y a l'autre avec qui je m'amuse beaucoup, qui m'emmène au McDo, qui m'emmène au cinéma, avec qui je fais la fête. Et finalement, ce père-là, ce père combiné, c'est un très bon père pour moi. Et la mère, à ce moment-là, éclate en sanglots sur le fait qu'elle, dans son histoire, elle a été privée de père, et la haine et le ressentiment qu'elle a vis-à-vis de ce père. Donc c'est une toute petite vignette pour illustrer ces moments de concordance entre la verticalité et l'horizontalité. L'histoire de la mère, ces représentations mythiques du père, rejaillissent bien évidemment sur la famille d'aujourd'hui et empêchent ces deux hommes, finalement, d'exercer une fonction paternelle vis-à-vis de ces jeunes filles. Elles disqualifient le père trop autoritaire et elles disqualifient dans le même temps le père qui ne l'est pas assez. Alors, ce n'est pas une recette, mais c'est juste pour vous donner l'essence de ce qui me semble être le travail avec les familles. C'est comment, avec l'ensemble des protagonistes d'un groupe, dans une espèce de plaisir partagé, de raconter, d'inventer, de se mettre en lien, de se mettre en relation, eh bien, on peut revenir au fait de raconter une histoire, c'est-à-dire de remonter aux origines. Merci de votre attention.